Salut tout le monde! Juste avant que la vidéo ne commence, je tiens à donner un petit coup de pouce à deux créateurs strasbourgeois, Maria et Luc. Ils ont créé cette année un jeu de société sur la fameuse épidémie de danse qui a lieu à Strasbourg, un jeu qui est hyper cool que j'ai pu tester en avant-première, et le but maintenant c'est d'essayer de le financer sur Ulule. Alors si ça vous intéresse, si comme moi vous kiffez les jeux de plateau avec un peu de hasard, un peu de stratégie, et surtout de gros retournements de situation, je vous mets la bande-annonce en description. Voilà, et je précise que c'est pas un placement de produit, j'ai pas touché un centime, c'est juste un coup de pouce pour un projet que je trouve hyper cool, que j'ai envie de mettre en avant, et qui, j'en suis sûr, pourrait intéresser certains d'entre vous. Cela étant dit, merci de m'avoir écouté, et place à la vidéo. Bernex. Cette commune est située en Suisse, à proximité de la ville de Genève. Dans les années 70, les archéologues y découvrent des vestiges gallo-romains. Quelques bâtiments, une enceinte, probablement un domaine agricole, du temps où la région était une province romaine. Mais la découverte qui nous intéresse provient du secteur D, à 3 mètres de la porte d'entrée monumentale. Il s'agit d'une inscription pour le moins étrange. Voici ce qu'elle dit. Dium fulgur conditum. Traduction, la foudre de Jupiter a été enfouie. Aussi surprenant que ça puisse paraître, les gallo-romains de ce domaine prétendent avoir recueilli et enseveli la foudre du dieu céleste, une émanation directe de la puissance divine, un morceau d'éclair. Le plus fou, c'est qu'ils disent la vérité, car en effet, les archéologues l'ont bel et bien retrouvé. Ça n'était pas un fragment d'un quelconque météore comme on aurait pu s'y attendre, mais un objet beaucoup plus mystérieux. Un mystère que nous allons éclaircir dans ce nouveau format court. Notre découverte de Bernex n'est pas tout à fait isolée. 25 inscriptions similaires sont connues en Gaule, principalement dans le sud-est, et pas moins de 37 en Italie. Les traductions données par les épigraphistes vont dans le même sens. La foudre de Jupiter a été enfouie, la foudre de Jupiter a été enfermée. En l'état, difficile de comprendre ce que signifient ces inscriptions, mais heureusement les Romains nous ont laissé des textes qui décrivent précisément le rituel associé. Voilà ce qu'ils racontent. La foudre était perçue comme une manifestation de la puissance divine. Là où elle s'abattait, le lieu était frappé d'interdit pour les mortels, car Jupiter se l'était ainsi approprié. Il fallait alors procéder à un rituel expiatoire pour se prémunir d'éventuels effets néfastes, et surtout pour consacrer la zone. On commençait par, je cite, « collecter les restes de la foudre » avant de les enterrer au cours d'un rituel précis. On priait et l'on procédait au sacrifice d'une brebis, au cours d'une cérémonie qu'on pourrait comparer à une sorte d'enterrement. D'ailleurs, à l'image d'une tombe, l'emplacement était soigneusement marqué. On y élevait un monument qui, dans certains cas, se résumait à 4 murs ouverts sur le ciel. À Bernex, le monument qui portait l'inscription a probablement été construit autour des 2e et 3e siècles, avant d'être détruit au 5e siècle, en même temps que le reste du domaine. Si les archéologues sont malgré tout parvenus à mettre la main sur la pierre de foudre, c'est un véritable coup de chance. Pierre de foudre. Enfin, on attaque le cœur du sujet. Les pierres de foudre sont mentionnées jusqu'à la Renaissance. Konrad Gessner, professeur de l'Académie de Lausanne au XVIe siècle, rejoint l'expertise de la plupart des érudits de son temps. Ces pierres tombent des nuages avec le tonnerre, conformément à ce que raconte Pline l'Ancien à l'époque romaine. Sauf que ces fameuses pierres de foudre ressemblent en réalité à ça. Vous avez sous les yeux celle qui a été ensevelie par les Gallo-Romains à Bernex. Il s'agit d'une pierre polie, longue d'une dizaine de centimètres, large de 6. Or, de telles pierres sont bien connues des archéologues, et peut-être avez-vous déjà compris de quoi elles retournent. Bon, allez, pour vous aider un petit peu, voici d'autres exemples tirés d'un ouvrage de 1565. Là, c'est bien plus flagrant. Ces fameuses pierres de foudre ne sont autres que des outils préhistoriques. Et oui, on sait aujourd'hui que ces haches ont été façonnées au néolithique, une époque caractérisée par les débuts de l'agriculture, de la sédentarisation,
et, entre autres, par ses outils en pierre polie. Mais ce ne sont pas les seuls objets préhistoriques à avoir subi une telle méprise. Des outils en silex, des pointes de flèches, voire même des fossiles beaucoup plus vieux que la préhistoire, ont été interprétés par les anciens comme des morceaux de foudre. Alors vous vous posez sûrement la question, comment a-t-on pu croire une chose pareille ? Comment a-t-on pu penser que de tels objets, enfouis dans le sol, étaient tombés du ciel ? C'est dans un témoignage de 1561 qu'on va trouver un élément de réponse. Il est rapporté par Konrad Gessner. Je cite : « La foudre a projeté violemment cette pierre à travers un moulin à vent. Un adolescent l'a exhumée par la suite. » Autrement dit, les gens ne voyaient pas directement les pierres tomber du ciel. Ils les découvraient par la suite dans la terre, là où la foudre avait frappé, et établissaient un lien de cause à effet. Et quand on y réfléchit, ça n'est pas très surprenant. Les arbres foudroyés et déracinés, par exemple, ont tout à fait pu remonter ce genre d'objet à la surface. À titre d'exemple, souvenez-vous du premier épisode de Sur le terrain, où l'on a découvert un site archéologique inédit. Ce sont justement les chablis, ces arbres renversés, qui ont livré le plus de vestiges, car dans leur chute, ils ont retourné les couches archéologiques. À cela, ajoutez que les artefacts préhistoriques ne ressemblaient pour les Romains à rien de connu. Il leur était difficile de concevoir que des hommes, jadis, puissent en être à l'origine. Instinctivement, ils les prenaient plutôt pour des produits de la nature, ces objets étant en pierre. Partant de là, on peut facilement comprendre ce qui est arrivé à Bernex pendant l'époque romaine. 3 scénarios sont envisageables. Première hypothèse, la foudre est réellement tombée à cet endroit, auquel cas les habitants du domaine ont procédé au rituel de manière tout à fait classique. Deuxième hypothèse, la foudre n'est pas tombée directement. Au lieu de ça, les Gallo-Romains ont découvert par hasard cette hache, ont cru à une ancienne chute de foudre à cet endroit, et ont donc décidé de procéder au rituel a posteriori. Enfin, troisième possibilité, cette pierre a été importée d'autre part et ensevelie à Bernex pour protéger le domaine contre la foudre. Elle aurait donc un rôle apotropaïque, c'est-à-dire protecteur, car selon certaines croyances, la foudre ne tomberait jamais 2 fois au même endroit. Ainsi, une pierre de foudre permettrait en quelque sorte de berner la foudre et de la faire s'abattre autre part. C'est une superstition qui peut sembler étrange, mais aussi surprenant que ça puisse paraître, elle a survécu jusqu'à nos jours. Par exemple, dans la ville d'Aoste, en Isère, on plaçait, jusqu'à une époque encore assez récente, des objets en pierre dans les fondations des maisons. En France, plus généralement, on pouvait en placer sous les foyers, dans les champs, les utiliser comme amulettes contre la foudre, voire contre les influences malfaisantes. Ainsi, l'époque romaine n'a pas le monopole de la mauvaise interprétation de ces vestiges, et peut-être les Gaulois ont-ils eux-mêmes attribué des fonctions particulières à ces pierres étranges qui ne ressemblaient pour eux à rien de connu. Voilà pour l'histoire des pierres de foudre, de simples objets anciens qu'on a longtemps pris pour des artefacts tombés du ciel. Alors, je sais pas si ça vous a plu, mais en tout cas, je trouvais ça assez marrant et assez intéressant d'en parler dans un format court. Sur ce, les amis, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne en likant et en commentant, c'est très important pour le référencement. Vous connaissez la chanson, je vous en remercie si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de plus grosses vidéos. Je vous fais des gros pouces comme d'habitude. C'était Thomas. Ciao! Vous êtes encore là. D'accord. Alors, puisque c'est comme ça, puisque vous avez regardé jusqu'ici, je vous offre une petite surprise. Mais ça reste entre nous et je compte sur vous pour ne pas spoiler en commentaire pour ceux qui n'auraient pas regardé jusqu'ici. C'est un petit cadeau entre nous. Allez, je vous laisse sur ces images. Le château est juste là derrière. Et on est en train de descendre la pente qui est assez raide. Tranquille. On descend la pente et le site archéologique qui nous intéresse est tout en bas.